Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment désolé de ne pas être présent. Je devais venir, mais j'ai attrapé la Covid le week-end dernier, donc je n'ai pas voulu vous l'amener. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait une plénière, c'est loin de ça. En fait, c'est juste un résultat qu'on a déterminé pendant la thèse de Vincent Musso, donc, qui est le premier auteur de cette présentation. Et l'idée, en gros, je trouve qu'on a mis plus de temps à… L'idée est tellement simple qu'on a passé plus de temps à voir si ça n'existait pas déjà dans la littérature que d'écrire le papier. Donc, je vais vous présenter un peu ces résultats. En gros, en 3-4 slides, c'est quasiment résumé. Pardon? Je peux continuer? Non, non, vas-y, vas-y. D'accord. Donc, en 3-4 slides, en fait, c'est résumé. Donc, je vais profiter un peu aussi de la demi-heure que j'ai là pour vous parler un peu des sous-espaces et puis faire une sorte de petit rappel sur les sous-espaces parce que c'est utile dans cette présentation. Et puis, je sais que dans l'audience, là, il y a deux de mes doctorants et comme je vais leur en parler la semaine prochaine, ça fait déjà une première place. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une étude qui est réalisée dans le cadre d'une collaboration entre notre laboratoire à Poitiers et l'entreprise Michelin. Et c'est lié à la thèse de Vincent Musso qui a soutenu sa thèse courant mars. Donc, je vais commencer par expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles on travaille avec Michelin, leur objectif chez Michelin et pourquoi on a lancé une thèse. Et on va voir en fait que l'une des problématiques qu'ils se posent nécessite d'estimer des signaux en ligne. Et donc, la solution la plus classique pour estimer des signaux lorsqu'on récupère des mesures régulièrement, c'est d'utiliser un filtre de Kalman. Donc, je vais faire un rappel sur le filtre de Kalman. Et on va voir que, en tout cas, moi, quand je fais du filtre de Kalman ou quand j'essaie de le présenter à mes étudiants, souvent, ce qui est un peu flou, c'est comment choisir les matrices de pondération. Il y a toutes les notations Q et R. Moi, j'utilise W et V. Donc, les matrices de pondération dans le filtre de Kalman, c'est parfois un petit peu compliqué. Et on s'est intéressé justement dans une partie du projet comment régler ces matrices de pondération. Et l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser quelque chose qui est très classique en identification, c'est-à-dire les méthodes des sous-espaces. Et donc, je vais faire aussi un petit rappel là-dessus. Et on va voir qu'en utilisant les méthodes des sous-espaces, on arrive à avoir de l'information qui vont nous permettre de régler ces matrices de covariance. Et j'essaierai d'illustrer ça à travers deux exemples, deux illustrations en fonction du temps que j'ai. Voilà. Donc, juste pour expliquer un peu le projet et puis pourquoi on s'intéresse à ça. Donc, il y a quelques années, on a été approché par Michelin. Michelin, je pense que vous savez tous qu'ils font des pneus. Et leur idée, c'est d'essayer de jouer un rôle majeur dans le futur dans les voitures autonomes et donc dans les systèmes d'assistance sur les voitures autonomes. Parce que leur idée, qui me semble tout à fait logique, c'est de se dire qu'eux maîtrisent super bien le pneu. Ils ont des modèles très, très développés des pneus. Ils savent exactement comment marche un pneu. Et donc, ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le pneu comme capteur intelligent afin de fournir de l'information au système ADAS et qui pourrait aider sur les véhicules autonomes. Donc, le principe, c'est comment transformer un pneu finalement en capteur. Et la première chose à laquelle on s'est attaqué au cours de cette thèse, c'est d'essayer en fait de déterminer ce qu'on appelle le grid potential en anglais, donc finalement la capacité d'un pneu à accrocher à la route. Et l'idée, c'est est-ce qu'on est capable, avec les capteurs qu'on trouve classiquement sur un véhicule, est-ce qu'on est capable de reconstruire ce potentiel, cette quantité spécifique? Parce que si on est capable d'utiliser le pneu pour mesurer en temps réel ce potentiel d'adhérence, eh bien, on va pouvoir utiliser cette information pour détecter l'état de la route en temps réel. Et donc, pour le véhicule autonome, ça peut quand même être très utile, puisqu'on peut savoir si on est sur une route qui accroche bien, une route qui est glissante, etc. On peut donc améliorer et évaluer les conditions de conduite et donc du véhicule. Et puis, ça peut également être intéressant d'avoir ce genre d'informations si vous devez freiner, enfin si la voiture doit freiner de manière urgente pour éviter les collisions.
Donc, l'un des objectifs de la thèse de Vincent, c'était, partant des capteurs auxquels on a accès sur un véhicule, est-ce qu'on est capable de reconstruire ce potentiel d'adhérence? Donc, juste pour expliquer un tout petit peu ce que c'est que ce potentiel d'adhérence, donc voilà, vous avez un petit dessin là. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui. Oui, donc vous avez un pneu Michelin. Euh, et donc, quand vous roulez avec un véhicule, bah, vous avez des forces qui s'exercent sur ce pneu. Donc, vous avez en fonction de l'axe X, Y et Z. Et le potentiel d'adhérence, eh bien, en fait, c'est simplement une valeur, c'est le maximum de ce qu'on appelle la friction. Et la friction, c'est pas grand-chose, c'est juste un rapport avec au numérateur un Pythagore, donc la racine carrée de fx carré plus fy au carré, donc la somme des carrés des forces, et que vous divisez par fz. Et donc, cette courbe-là, on va le voir juste après, eh bien, elle a un maximum. Et l'objectif de ce capteur pneu, on va dire, c'est d'essayer au cours du temps de déterminer cette valeur du max. Et pour savoir quel est l'effort que peut générer votre pneu avant que le pneu commence à glisser. Donc, voilà le genre de courbe qu'on a. Donc, la représentation donc, de ce mu, donc de cette friction, donc le rapport de ces forces. Et en fait, le mu dépend de plusieurs paramètres. Et le paramètre le plus prépondérant, c'est le taux de glissement qui s'appelle S. Et donc, on a ce genre de courbe. Donc là, Michelin, il utilise ça tous les jours. Et l'objectif de la thèse, enfin, l'un des objectifs de la thèse, c'était ayant accès à des mesures bruitées dans le bas de la courbe. Donc, quand vous roulez de manière à peu près classique, votre taux de glissement, c'est des valeurs assez faibles qui correspondent à des mu assez faibles. Et donc, on a des capteurs. L'idée, c'est est-ce qu'on est capable de reconstruire d'abord ces points bleus? Donc, ça va être l'objectif de cette présentation, reconstruire les points bleus. Donc, à partir de mesures obtenues sur un véhicule réel. Donc, est-ce qu'on est capable de reconstruire les forces? Est-ce qu'on est capable de reconstruire le S? Et une fois qu'on a ces points bleus, la deuxième partie de la thèse, c'était, ayant accès à ces points bleus dans le bas de la courbe, est-ce qu'on est capable de déterminer la valeur du pic, donc le potentiel ici, est-ce qu'on est capable de connaître le max de cette courbe? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez m'interrompre pendant la présentation, à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Donc voilà, donc, moi, mon objectif dans la présentation, c'est de s'intéresser à la reconstruction des points bleus qui se trouvent sur ce bas de courbe. Et ça, à partir des capteurs standards sur un véhicule. Donc voilà, donc nous, ce qui nous intéresserait finalement, c'est d'avoir accès de reconstruire ce mu, de reconstruire ce S. Et si je m'intéresse juste à la dynamique longitudinale d'un véhicule, toutes les expériences que je vais vous proposer par la suite, c'est dans le cas longitudinal, donc le FY, je peux m'en débarrasser. Et donc le mu, c'est juste ce ratio de Fx sur Fz. Et le S, donc le slip ratio, donc le taux de glissement, eh bien, c'est ce ratio également. Donc oméga, c'est la vitesse de rotation de votre roue. Vx, c'est la vitesse de votre véhicule. Et R, roll, eh bien, c'est le rayon de roulement, donc c'est-à-dire le rayon de votre pneu lorsque vous roulez. Et c'est pas, il est absolument pas constant. Là, pour l'instant, on va le considérer comme constant pendant l'expérience, mais quand vous roulez, votre pneu il se déforme à chaque moment où vous roulez, et donc R roll évolue également. Et donc l'idée, c'est ayant accès à des mesures assez standards que je citerai par la suite sur un véhicule, est-ce que je suis capable de reconstruire proprement les valeurs de fx, de fz, de oméga et de vx? Et une fois que je reconstruis au cours du temps ces valeurs de fx, fz, oméga et vx, eh bien, je peux reconstruire au cours du temps le ratio pour construire mu, et je peux reconstruire au cours du temps le f. Et une fois que j'ai ça, je pourrais avoir les points bleus. Et quand j'ai les points bleus, je peux estimer le max de la courbe. Donc ça, c'est tout le cheminement qui a été généré, qui a été considéré pendant la thèse. Et là, dans cette présentation, on va s'intéresser juste à l'estimation de fx, fz, oméga et vx pour reconstruire s et mu. Et pour faire ça, on n'a pas cherché très très loin. On s'est dit on veut reconstruire des signaux au cours du temps à partir de mesures. Donc, on va utiliser un filtre de Kalman. Donc voilà. Donc, ce que je vais vous expliquer très rapidement, je vais vous faire un petit rappel du filtre de Kalman.
Alors, j'ai été feignant, j'ai pris mes slides de cours. Donc, donc je suis désolé, ça va ressembler. Pour Taleb qui a suivi le cours, les quelques slides là, ça va ressembler un peu au cours. Donc, juste pour vous rappeler ce que c'est que Kalman ou ce que j'appelle Kalman, et puis surtout pour introduire les notations. Donc, pour expliquer un peu comment marche Kalman, je vais prendre vraiment un exemple bateau. Voilà, vous avez un petit kart qui est représenté de manière très schématique par ce petit carré là avec des roues. Et il bouge. Et puis, votre objectif, c'est de déterminer. Donc, vous avez un petit capteur, une antenne, quelque part. Et donc, cette antenne va vous donner des mesures bruitées, par exemple, de la position de votre véhicule. Et donc, l'idée de Kalman, c'est de se dire, est-ce que je suis capable, en mesurant régulièrement la position de mon véhicule, de reconstruire l'état complet de mon kart. Donc, par exemple, la position et la vitesse. Et voilà. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs. En fait, c'est une recette. Hein. Comme beaucoup de choses en automatique, on fait des recettes. Donc, il y a des ingrédients pour la recette. Et donc, les ingrédients pour la recette, quand on fait du Kalman, eh bien, il faut un modèle de la dynamique de notre véhicule. Donc, quand on va passer sur le problème avec Michelin, Michelin, je pense qu'ils ont quelques modèles assez sympathiques de dynamique de véhicule, de dynamique de pneus. Donc, ça va pas être très compliqué à obtenir. Ensuite, puisque vous mesurez quelque chose, il faudrait essayer de modéliser un peu comment vous mesurez. Donc, et puis, le gros avantage de l'approche de Kalman par rapport aux autres observateurs classiques, c'est qu'on va aussi décrire les incertitudes et les bruits qui agissent sur notre système. Et après, une fois qu'on a ces éléments, ces ingrédients, eh bien, la recette, c'est juste d'avoir accès aux mesures toutes les périodes d'échantillonnage et puis ensuite de discrétiser un petit peu tout ça parce que c'est plus sympathique que généralement d'utiliser des filtres Kalman discrets et puis de mettre à jour récursivement. Donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle mesure, eh bien, on va mettre à jour à la fois l'état, mais également, ce qui va être très, très intéressant avec le fil de Kalman, c'est qu'on propage non seulement l'état, mais également l'incertitude ou la confiance qu'on a dans cette estimation de l'état. Donc, si on essaie d'illustrer ça très simplement, si je me mets un instant KTS, donc un instant pendant mon expérience, eh bien, l'idée de Kalman, c'est simplement de dire, voilà, j'ai une idée à peu près correcte de la position et de la vitesse de mon kart, qui est représentée par une moyenne et puis une courbe d'incertitude aux alentours. Et puis, Kalman dit, puisque je me suis embêté à déterminer la dynamique de mon process, eh bien, je vais simuler cette dynamique de process. Donc, je vais me dire, tiens, à l'instant, avec les équations de la physique auxquelles j'ai accès, eh bien, je peux propager mon kart, et donc je peux propager sa position, sa vitesse et son incertitude. Et puis, une fois que j'ai fait ce petit calcul juste avec les notions de physique auxquelles j'ai accès, je récupère une mesure, donc qui est représentée par cette courbe avec une certaine incertitude également. Et l'idée de Kalman, simplement de se dire, est-ce que de manière intelligente, je suis capable de fusionner ces deux informations pour améliorer et mettre à jour mon estimé et ma confiance. Donc voilà, c'est assez basique comme dessin, mais c'est juste pour vous expliquer l'idée. Et donc, quand on fait ça avec des maths, ces idées-là, eh bien, si je m'intéresse à un filtre linéaire, on verra par la suite qu'on l'a appliqué à un filtre de Kalman non linéaire, mais pour l'instant, on va expliquer les choses juste avec un filtre de Kalman linéaire. Eh bien, voilà, j'ai passé du temps avec Michelin à trouver les équations de la dynamique d'un véhicule, les équations du pneu. Je discrétise tout ça et je suppose qu'en première approximation, l'état de mon système est lié à cette équation. Et puis, la sortie, je mesure l'état, alors pas entièrement, mais je le mesure à travers une matrice H et j'obtiens Y. Et pour tenir compte des incertitudes et également des bruits de mesure que je peux avoir sur mon process, eh bien, Kalman dit on va rajouter des perturbations donc, que j'appelle petit v et petit w. Donc, petit v et w sont des réalisations de bruit que j'appelle v
et W ici avec des écritures droites. Donc ça, c'est le signal, le process, et les autres, c'est les réalisations. Et en fait, ces V et son W, donc, elles sont utilisées principalement dans Kalman pour décrire, bien évidemment, le bruit que j'ai, par exemple, en sortie, mais surtout, et c'est ça qui va être l'idée sous-jacente de notre approche, c'est elles permettent également, surtout W, de décrire comment on dit, l'accuracy, donc la viabilité ou la non-viabilité de ma représentation, de mon modèle. Et donc, en quelque sorte, on va représenter ou utiliser ce V et ce W, et plus précisément leur matrice de covariance, pour représenter la confiance qu'on a dans nos mesures et la confiance qu'on a dans notre modèle, dans notre représentation. Si je reprends l'exemple qui m'intéresse, et si je fais un filtre de Kalman linéaire, alors que je sais que ma dynamique est fortement non linéaire, eh bien, la confiance que je vais avoir dans cette équation est relativement faible. Donc, ça va se traduire généralement par des matrices de pondération ou des matrices W assez grandes. Et inversement, si j'ai beaucoup de confiance. Donc, voilà le principe de Kalman. Et comment on fait ça? Eh bien, si je traduis très simplement ce que j'ai illustré tout à l'heure avec des petites courbes, eh bien, voilà, je connais F, je connais G, je connais U. Donc, je connais les entrées, je connais les matrices F et G. Et puis, on va fixer une valeur initiale de ce que je peux, de mon estimé de x0. Je vais dire j'ai une certaine confiance dans cette connaissance de x0, donc qui s'appelle grand x0, donc ma matrice de covariance. Et puis, en faisant ça, et en supposant que mon bruit W est une moyenne nulle, donc c'est un bruit blanc, et de variance WK, eh bien, l'idée de Kalman, qui est là, c'est les équations qui représentent ce que j'ai présenté précédemment. Je simule d'abord mon système sans considérer le bruit. Voilà, j'ai des équations, je simule. Donc, j'ai mon xk moins, chapeau. Et puis, sa matrice de covariance, eh bien, je la propage et on peut montrer que connaissant xk moins plus, xk moins 1 plus, eh bien, je la propage avec cette équation de Lyapunov, où intervient ce fameux W qu'il va falloir régler par la suite. Et puis, j'obtiens une mesure. Donc, j'ai mon capteur, je mesure à peu près X grâce à Y. V, aussi un bruit blanc. Et comment je fais? En fait, je vais mettre à jour mon X en calculant ce qu'on appelle le gain de Kalman. Donc, peu importe l'équation, mais ce qui est important, c'est qu'il dépend de V. Et puis, une fois que j'ai calculé son gain de Kalman, eh bien, je vais mettre à jour mon état avec l'innovation, c'est-à-dire ce qui est dans mes sorties, dans mon Y, qui n'était pas présente dans mon estimation à l'instant précédent, donc H xk moins. Et voilà. Et donc, j'arrive à mettre à jour mon petit x. Et puis, une fois que j'ai mis à jour ma moyenne, finalement, eh bien, je vais mettre aussi à jour la covariance x+. Donc, voilà, je pense que vous avez tous vu ça dans vos études et vous l'utilisez peut-être tous les jours. Donc, je suis désolé d'avoir passé 4-5 minutes là-dessus, mais ce que je souhaite mettre en évidence, c'est que pour que ça marche, ce filtre de Kalman, alors qu'il soit linéaire, non linéaire, peu importe, ce qui est important, c'est que vous devez avoir accès à des données. Donc ça, avec Michelin, ce n'est pas difficile d'avoir accès à des données parce qu'ils ont des super simulateurs. Et puis, si vous allez un jour à Ladoux, vous verrez un circuit avec toutes les voitures possibles et imaginables qui roulent toute la journée sur ce circuit, avec plein de capteurs partout, donc des mesures, il y en a. On a besoin également de la dynamique du système, donc on a besoin de matrices ou de représentations d'état. Donc c'est pareil, Michelin a plein de modèles, donc c'est pas très compliqué. Donc tout ça, les deux premiers items, c'est assez facile à obtenir. Par contre, obtenir V et W, ce n'est pas toujours très évident. Et ce qui est proposé dans la littérature, la première étape, c'est de faire un peu essai-erreur. Il y a plein de techniques. Je ne sais pas si je zappe là. Vous voyez l'article? Oui, oui. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais vous le filer. Hein. En 2017, il y a quelques personnes là, qui ont fait une revue de pas mal de techniques. Je crois qu'il doit en avoir 17 techniques de réglage des matrices de covariance. Et donc voilà. Donc, il y en a plein qui existent.
Et on va même comparer par rapport à certaines d'entre elles. Mais voilà, on n'avait pas trouvé notre bonheur jusqu'ici, même en regardant un post-it survey. Donc on s'est dit comment on peut faire. Et pour simplifier un peu notre vie, on va supposer par la suite de cette présentation que F, G, H, V et W ne dépendent pas du temps. On va les fixer et on va les calculer une bonne fois pour toutes. Après, on pourrait le faire en récursif. Ce n'est pas très compliqué, mais pour l'instant, on va supposer que tout est constant. Et en fait, l'idée vraiment très simpliste de l'approche, c'est de se dire que V et W, pour nous, c'est un moyen, ces matrices nous permettent de décrire la confiance qu'on a dans nos modèles, ou finalement, en quelque sorte, se dire, voilà, j'ai des données. Ces données représentent finalement la dynamique de mon… Enfin, je mesure sur mon système, donc elles sont l'image de la dynamique de mon système. À côté, j'ai des modèles qui aussi sont l'image de la dynamique de mon système. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que le F et le G que je choisis grâce à la physique représentent bien mes données? Si elles représentent bien mes données, eh bien, je serai content, je vais choisir des V et des W relativement faibles. Par contre, si mes données représentent mal le modèle, ou si le modèle représente mal les données, eh bien, je vais choisir des V et des W relativement. Donc, c'est vraiment cette idée très, très simple qui nous a conduit à proposer cette approche. Et donc, comme j'ai parlé de est-ce que ça représente bien les choses, eh bien, en fait, on va faire de l'identification. Donc, on va essayer d'identifier notre système grâce aux données, puis on va comparer ce qu'on identifie avec ce qu'on suppose dans notre fil de Kalman. Et puis, en fonction de la correspondance, on va augmenter ou non V et W. Et pour nous simplifier la vie et pour avoir quelque chose qui marche assez bien et qui donne des résultats convaincants assez rapidement sans trop s'embêter, eh bien, on a choisi, puisqu'on utilise des modèles discrets, d'utiliser comme méthode d'identification des méthodes des sous-espaces. Parce que, selon mon expérience, après, je ne sais pas si vous partagez la même, mais pour une première estimation, c'est relativement simple. Donc, alors, il y a juste ceux qui sont un peu familiers avec les sous-espaces, il y a plein de notations, donc je vais essayer de les introduire avec parcimonie, donc régulièrement. Donc, par la suite, en fait, quand je vais mettre un vecteur, quand je vais prendre un vecteur R et que je vais concaténer les échantillons de R entre I et I plus M-1, eh bien, je vais appeler ça RIM. Si je ne les mets pas les uns en dessous de l'autre, mais que je les mets un à côté de l'autre, ça va devenir grand RIM. Et ensuite, il y a un truc qui apparaît très, très souvent dans les méthodes des sous-espaces, c'est des matrices de Hankel, où en fait, on prend RI jusque RI plus un indice. Et ensuite, la colonne suivante, c'est le même, mais décalé d'un échantillon. Donc ici, vous avez RI jusque RI plus L-1, et là, vous avez RI plus 1 jusque RIL. Et puis, vous remplissez entièrement cette matrice. Et ça, les matrices de Hankel, on est fan quand on fait des sous-espaces. Donc voilà, donc ça, je vais l'utiliser tout de suite et puis je l'utiliserai aussi par la suite. Et donc, si j'utilise ça tout de suite, pour vous expliquer, avant de vous dire comment je fais l'identification, l'idée derrière, eh bien, l'idée en fait de combiner les sous-espaces pour estimer V et W avec la connaissance que j'ai a priori sur F, G et H, eh bien, si vous avez déjà fait des sous-espaces, je vais vous montrer ça dans 2 minutes, les méthodes des sous-espaces, elles permettent d'avoir bien évidemment accès à des estimations des matrices F, G, H, mais un truc qui est parfois un peu oublié, enfin en tout cas qui avait été oublié jusqu'ici parce qu'on n'a pas trouvé cette approche dans la littérature, c'est qu'elle permet également d'avoir une estimation de l'état. Et cette estimation de l'état, alors ce n'est pas un fil de Kalman, les méthodes des sous-espaces, mais généralement, ce n'est pas trop mauvais. Le seul petit bémol des méthodes des sous-espaces, c'est qu'elle va fournir une représentation d'état et donc un vecteur d'état qui n'est pas dans la base souhaitée. Elle est dans une autre base. Et donc, la seule difficulté qu'on va rencontrer et qu'on va essayer de résoudre ici, c'est d'essayer de se dire, les méthodes des sous-espaces me donnent un X dans une autre base. Est-ce que je ne suis pas capable, à partir de mes mesures et de mes estimations, de me remettre dans la base
de f, g et h, donc de ma représentation d'état que j'ai supposée dans mon fil de Kalman. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, à obtenir l'état grâce au sous-espace dans la bonne base, eh bien, je vais me dire, mes bruits, c'est simplement les résidus entre x, y et xu filtrés par FGH. En fait, c'est juste les résidus entre mon modèle et mes données. Et donc, une fois que j'ai calculé ces résidus, que j'appelle WF chapeau et VF chapeau, eh bien, si je calcule la covariance de ces résidus, eh bien, j'obtiens une estimation de mes matrices V et W. Et ces matrices V et W vont être utilisées par la suite pour régler mon fil de Kalman. C'est vraiment quelque chose de très bête. Je vais utiliser le sous-espace pour trouver X qui ne va pas être dans la bonne base. Je vais le remettre dans la bonne base et puis je vais me dire, ben, ça va me permettre de déterminer finalement si le modèle que j'ai avec le FGH que j'ai choisi par la physique représente bien ou non mes données. Si elle représente bien mes données, mes résidus devraient être faibles. Et donc, si mes résidus sont faibles, V et W vont être faibles. Si par contre, mes résidus sont énormes parce que le choix que j'ai fait de mon modèle est mauvais, eh bien, je vais avoir des résidus forts et donc je vais créer des matrices V et W fortes. Et donc, je vais pouvoir régler mon fil de Kalman de cette façon-là. Donc, j'espère à peu près être clair sur l'idée. Je vais revenir là-dessus. Et donc là, je vais juste faire un petit rappel de ce que c'est que les méthodes des sous-espaces pour estimer ce fameux X. Donc, voilà ce que c'est que les méthodes des sous-espaces. Donc là, c'est une méthode d'identification. Hein, et j'ai changé volontairement, je ne les appelle plus F, G et H, mais A, B, C, pour bien insister sur le fait que je ne suis pas nécessairement dans la bonne base. Donc, l'idée des méthodes des sous-espaces, c'est assez simple, c'est de se dire, j'ai accès à U et à Y, je sais que mon système est représenté par cette représentation d'état. Est-ce que je suis capable d'estimer à partir de U et Y les matrices ABC, donc les matrices de ma représentation d'état et mon état? Parce que, en fait, si j'ai l'état, si je connais X, connaissant U et Y, ce n'est pas très compliqué d'obtenir ABC directement. Donc, le problème, c'est que là, dans mon cas, je ne connais pas X. Et l'hypothèse qu'on fait généralement, donc on a cette représentation d'état assez classique qui ressemble à celle d'avant. On suppose également que les V et W sont des réalisations de bruit blanc statistiquement indépendants de l'entrée. Et je ferai apparaître encore les matrices de grand V et grand W. Et donc, ayant accès à ça, eh bien, on a quelques hypothèses. Donc, on suppose, pour que ça marche, que l'entrée, elle excite suffisamment bien le système. Bon, ça, c'est assez classique. On suppose également que le A et C sont observables, c'est-à-dire qu'on va réussir à avoir de l'information via les sorties, et que l'état est suffisamment excité, et il est suffisamment excité soit par le U, soit par le bruit. Donc, c'est pour ça qu'on suppose que cette matrice est atteignable. Guillaume, une petite question. Oui. Tu sais venir au slide précédent? Oui. La covariance de ton bruit W, est-ce qu'il est le même dans la base AB que dans la base FG? Ou parce qu'il me semble que tu as utilisé la même notation grand W pour les deux. Et est-ce que c'est logique? C'est là. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas nécessaire. Enfin, là, c'est pas nécessairement le même. En fait, là, c'est pas nécessairement le même W. Oui, le W ici de l'équation 2 n'est pas nécessairement le même W que précédemment. OK. Mais moi, je vais calculer en fait les résidus dans la bonne base. Donc, ça ne va pas m'embêter. Mais tu as raison d'avoir souligné ça. J'aurais dû mettre une autre notation, mais c'est déjà suffisamment lourd. Je suis désolé. Oh non, ouais. OK, ça marche. Merci pour la précision. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est, ayant accès à tout ça, enfin, ayant supposé ça, eh bien, les méthodes des sous-espaces estiment l'ordre n, estiment les matrices A, B, C, D, et puis en plus, on va estimer une matrice K. Et ce K, je l'ai choisi nécessairement parce que cette notation, parce que c'est lié au K de Kalman. Et en fait, K, on peut démontrer que ce K-là, il permet en fait d'assurer qu'on estime le X grâce aux méthodes des sous-espaces avec une variance assez faible. Et donc, pourquoi on arrive à faire ça? Eh bien, en fait, ce
qui est assez marrant, c'est que, toujours grâce à la théorie de Kalman, quand on a une représentation de cette forme-là, avec un V, un W, eh bien, on peut montrer si les hypothèses précédentes sont validées, surtout l'hypothèse A2. Eh bien, en fait, on peut représenter. Il existe une autre façon de l'écrire qui va faire apparaître le E, qui est l'innovation. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est l'information que j'ai dans CX chapeau, dans Y que je n'ai pas dans CX chapeau. Et en fait, on arrive assez facilement à réécrire, hop là, excusez-moi, la représentation d'état précédente sous cette forme d'innovation. Et elle a quelques propriétés intéressantes, cette forme d'innovation, puisque non seulement E, c'est l'innovation, mais le gain K, là, eh bien, il a une propriété, c'est que si je calcule A moins KC et que je regarde les valeurs propres de ce A moins KC, eh bien, elles sont toutes strictement inférieures à 1. Et ça va avoir une importance forte dans la suite. Et la plupart des méthodes des sous-espaces, alors il y en a des tonnes, hein, je ne vais présenter qu'une partie, eh bien, elle estime A, B, C, K en utilisant les données d'entrée-sortie. Donc, comment ça marche? Alors, juste encore des notations. Oméga, ça va être la matrice de commandabilité. Gamma, ça va être la matrice d'observabilité. Et delta ABC, c'est une matrice block-toplets, comme ça, avec les coefficients de la réponse impulsionnelle dessus. Donc, comment ça marche, les méthodes des sous-espaces, juste pour vous dire. Donc, l'idée, c'est de faire que des récursions. Donc, en gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire apparaître juste des régressions linéaires, donc des liens entre des sorties et des entrées, et puis estimer ce qui nous manque à l'intérieur. Donc, comment ça marche? Donc, c'est juste pour vous présenter l'idée. Hein, donc, vous allez prendre votre Y, donc vous savez que Y, c'est X plus E. Et puis, vous faites la même chose à l'instant L plus 1. Donc, vous savez que YL plus 1, c'est CX L plus 1 plus EL plus 1. Et XL plus 1, vous savez que c'est AX plus, etc. Donc, vous remplacez. Et puis, vous faites ça terme par terme. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que si je concatène YL plus 1, YL plus 2 jusqu'à YL plus F moins 1, eh bien, je vois apparaître C, CA, CA carré, etc. C'est ma matrice d'observabilité. Je fais apparaître du CB, du CAB, du CA carré B. Donc, c'est ma matrice de top list que j'ai vu tout à l'heure. Et puis, du bruit. Et avec A, K, C, D. Donc, ça, c'est assez facile à voir. Et puis, ça, c'est vrai entre l'instant L et L plus F moins 1, mais c'est vrai à n'importe quel instant. Donc, je peux aussi réécrire cette équation avec des YLF pour différents instants et remettre tout ça dans les matrices de Hankel que j'ai vues tout à l'heure. Donc, je vous rappelle la matrice de Hankel, si je reviens en arrière, c'est je prends une colonne, je la décale d'un échantillon, je la mets à côté, je la décale d'un échantillon, je la mets à côté. Donc, c'est ce que je fais ici. Et donc, quand je fais ça, eh bien, avec des notations un peu barbares, j'ai mes sorties, ma matrice de Hankel de sortie, qui est liée à ma matrice de Hankel des entrées, donc tout ça, je maîtrise, plus une matrice de Hankel du bruit, plus gamma, ma matrice d'observabilité, fois X, avec X qui est XL, XL plus 1, XL plus 2, XL plus 3, donc des états. Et ça, par contre, ça, je ne le connais pas. Et donc, les sous-espaces disent, est-ce que je ne peux pas estimer, est-ce que je ne peux pas reconstruire ce X chapeau? Et en se basant sur Kalman, et Kalman dit, mon état, c'est la mémoire du système, donc c'est probablement une combinaison des entrées et sorties passées. Et pour mettre ça en évidence, eh bien, j'utilise la forme d'innovation que j'ai présentée précédemment. Donc, si je reviens en arrière, ma forme d'innovation, c'est ça. Et donc, je sais que Y, c'est CX plus E. Donc, E, c'est Y moins CX. Ce n'est pas très compliqué. Et donc, je remets ce E qui fait Y moins CX dans la première équation. Et en faisant ce petit calcul, eh bien, j'obtiens cette équation. Donc, Y égale CX plus E. Et en haut, X égale A moins KC X chapeau plus BU plus KY. Et le gros avantage de cette écriture, c'est que maintenant, X, il dépend bien évidemment du X précédent, mais surtout que de U et Y. Et on n'a plus A ici, mais on a A tilde. Et je vous rappelle que le A tilde qui est A moins KC, il a une propriété, c'est que ses valeurs propres sont toutes strictement inférieures à 1. Et donc, quand on a quelque chose qui a ce genre de propriété, si on l'élève à la puissance, ce A tilde, eh bien, au bout d'un moment, le A tilde à la puissance grande, eh bien, ça va devenir ridiculement petit. Et donc, on va pouvoir se débarrasser de l'état grâce à ça. Donc, c'est ce qui est proposé. Donc, je reprends cette équation. Je me mets à un indice L. Donc, je sais que c'est A tilde XL-1 plus voilà.
Le x L-1, eh bien, je sais que c'est AX L-2, etc. Donc, je retransforme. Puis, je vais avoir un carré ici. Puis, je vais avoir un A au cube. Puis, je vais avoir un A, machin, machin, machin. Donc, à la fin, je vais avoir XL chapeau qui vaut ce A tilde à la puissance P fois un X passé, plus une matrice qui est comme une forme de matrice de commandabilité fois des Y passés, plus une matrice de commandabilité avec A tilde et B fois les entrées passées. Donc, ça représente bien ce qu'on sait que l'état, c'est une image du passé de mes entrées et sorties. Et donc, en rappelant le fait que A moins KC, ses valeurs propres sont strictement inférieures à 1, eh bien, on peut se débarrasser, on peut approcher ça et dire que ça tend vers 0. Et donc, on a un XL bar qui est une combinaison linéaire des entrées et sorties passées qui est une estimation à peu près correcte, donc optimale au sens des mean square, grâce juste à mes entrées et sorties passées. Et donc, une fois qu'on a ça, puisqu'on a ce XL, eh bien, on va faire un copy and paste et on va remplacer le XLM que j'avais ici, que je ne connais pas, par cette combinaison des entrées et sorties passées. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, à la fin, si je mélange tout ça, eh bien, j'ai YL que je connais, YF que je connais, UF que je connais. Parfait. UL, donc c'est mes entrées passées et mes sorties passées que je connais. Et donc, en fait, je connais tout, sauf bien évidemment les delta, les oméga et les gamma, et puis le bruit. Mais ça, puisque mes entrées passées sont décorrélées du bruit futur parce que je suis en boucle ouverte, j'insiste bien là-dessus, eh bien, c'est juste un problème de moindre carré euh, assez simple où j'ai des connaissances Y, U, passé et futur, et je veux juste récupérer le reste. Donc ça se fait très simplement comme un moindre carré avec une factorisation RQ ou une factorisation LQ, comme vous voulez. Donc, quand vous faites des moindres carrés, une façon de calculer les choses, c'est de prendre vos matrices, de mettre ça, de faire QR sous MATLAB, et puis de piquer les bonnes matrices dans R ou dans L. Et donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, je prends mes matrices de sortie future et d'entrée future, mes matrices d'entrée passée et de sortie passée, je les concatène, je fais LQ sous MATLAB ou RQ sous MATLAB, et on peut montrer que si je pique L3,2, que je pique L2,2 qui est carré, que j'inverse et que je multiplie à droite par UPYP, eh bien, j'obtiens le produit gamma X. Et ça va être bien parce que je vais avoir, il ne me reste plus que trouver ce X. Et pour faire ça, l'outil classique, c'est de faire une décomposition valeur singulière de ce résultat, de regarder les valeurs singulières, de se dire, il y en a des grandes, il y en a des petites. Je garde que les grandes parce qu'elles représentent l'espace signal et le reste, c'est du bruit. Donc, je vais pouvoir estimer l'ordre de mon modèle, NX, grâce au choix de mes valeurs singulières. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai soit gamma F chapeau, l'estimation de gamma, soit X chapeau, l'estimation de X. Et une fois que j'ai ça, ABC, enfin que j'ai ce X ou ce gamma, après, j'ai plus qu'à extraire ABCK, mais ça, ça ne va pas m'intéresser ici, mais c'est assez facile de le faire. Donc, si je résume, je veux créer un fil de Kalman. J'ai besoin d'estimer les matrices V et W. Et pour faire ça, eh bien, je vais utiliser les sous-espaces qui vont me donner ce X chapeau. Le souci ici, c'est que ce X chapeau auquel j'ai accès, eh bien, il n'est pas dans la bonne base. Il n'est pas dans la base de F, G et H. Il est dans une autre base. Et comment je vais résoudre ce problème? Eh bien, très simplement, on sait que le lien entre le changement de base entre deux représentations d'état équivalentes, eh bien, il peut se calculer grâce au fait que les matrices d'observabilité dans les deux bases sont reliées par cette matrice de similarité T. Donc, moi, je viens d'estimer gamma F dans la base liée à C. Moi, je connais F et G, donc je peux connaître la matrice d'observabilité dans la bonne base. Et puisque je sais que gamma F T fois égale gamma F AC, eh bien, il suffit de calculer la pseudo-inverse de gamma FG, et puis j'ai la matrice de changement de base. Donc, dès que j'ai la matrice de changement de base, eh bien, je peux appliquer cette matrice de changement de base, donc, qui est indiquée ici,
à mon X, donc qui était sigma V transpose. Et donc, je vais réussir à obtenir le X fourni par les sous-espaces que je vais remettre dans la bonne base. Et ça va me permettre de calculer les résidus. Donc voilà, donc, j'ai accès à mon X maintenant fourni par les sous-espaces, mais remis dans la bonne base. Guillaume, Oui, 5 minutes. C'est ça. d'accord. Donc, j'ai accès à Y, j'ai accès à U, et donc j'ai mes résidus. Et une fois que j'ai mes résidus, ben, je calcule avec ces résidus les matrices de covariance très simplement. OK? Donc, juste pour les illustrations numériques, donc je vais passer la première, pas grave. Vous aurez accès aux slides. Là, c'est que la première, c'est que de la simulation pour montrer que ça marche, et ça marche. Là, je vais vous présenter juste les résultats obtenus avec Michelin. Donc, ce n'est pas des données d'un vrai véhicule, mais c'est des données fournies par VICRT, donc il y a un simulateur de dynamique fourni par une entreprise avec laquelle travaille Michelin. Donc, ils ont l'air de faire vraiment confiance à ces données. Donc, voilà, donc je vais avoir des données. Je vais utiliser un modèle non linéaire pour représenter la dynamique de mon système. Donc, ce modèle non linéaire va contenir à la fois un modèle de dynamique du véhicule qui est le modèle bicyclette. Il va contenir un modèle du rayon du pneu fourni par Michelin, un modèle assez particulier. Et puis également, puisque le pneu est relié au véhicule avec une suspension, eh bien, on va considérer aussi un modèle de suspension et un modèle de transfert de charge dans ce modèle. Donc, tout ça, ça donne un modèle non linéaire. Ce qui est important de savoir, c'est que les entrées, c'est les couples que je mets sur l'avant et l'arrière du véhicule. Je mesure la vitesse de mon véhicule, les vitesses de rotation en avant et en arrière des pneus, et puis K point, c'est lié au transfert de charge. Et l'état, voilà toutes les variables. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder les forces. J'en ai besoin pour trouver mu, et puis Vx et oméga. Donc, voilà mon véhicule. Alors, c'est un véhicule où on n'agit que sur l'avant du véhicule. Donc, c'est pour ça que le torque, le couple à l'arrière vaut 0. Donc, voilà le genre d'excitation qu'on a appliqué au simulateur. Et puis, voilà les mesures, donc les sorties bruitées avec un rapport signal sur bruit 25 dB. Donc, on mesure la vitesse de nos véhicules, on mesure oméga F, donc les vitesses de rotation à l'avant et à l'arrière des pneus, et puis le pitch, donc le K point. Et donc, ayant accès à ces entrées et ces sorties, est-ce que je suis capable de reconstruire les choses? Donc, je vais me focaliser juste sur deux variables d'état, vous me croirez, j'espère, pour les autres. Donc, voilà, je vais essayer de reconstruire Fx à l'avant. Donc, comment je fais? J'utilise mon fil de Kalman. Pour faire ça, j'ai besoin de le régler. Donc, je fais ma méthode des sous-espaces. Ma méthode des sous-espaces me donne un X qui est représenté en bleu, ici, sur la courbe. De ce X, donc on voit qu'il n'est pas très, très bon. Donc, de ce X, eh bien, je vais pouvoir trouver des matrices V et W, que je vais appeler V sub et W sub. Et ces V sub et ces W sub sont utilisés pour régler mon filtre de Kalman, qui me donne la courbe verte. Et on voit que le fitting, donc le pourcentage de correspondance entre la courbe verte et la courbe réelle, puisque là, c'est un simulateur, donc j'ai accès à la force, la bonne, eh bien, elle est de l'ordre de 92%, alors qu'avec Enforced, elle était de 22%. Si je fais la même chose sur les vitesses, sur la vitesse du véhicule, eh bien là, Enforced donne de meilleurs résultats, puisqu'elle me donne un X qui n'est pas trop mauvais dans la bonne base, qui fait 95% de fit. Et si j'utilise le V et le W de la méthode pour le Kalman, eh bien, j'augmente encore les capacités. J'atteins à 98%. Donc, une fois que j'ai estimé toutes mes variables d'état, eh bien, j'essaie de reconstruire le mu. Donc, le mu, c'est le ratio des forces. Donc là, c'est un calcul, hein, ce n'est pas une estimation, c'est un calcul. Je fais le ratio des forces. Et donc, ce ratio des forces me donne 92% de correspondance, donc c'est pas mal. Si maintenant je m'intéresse au S, donc au slip ratio, là, par contre, c'est beaucoup moins bon. Le fait d'avoir le max 2 au dénominateur me donne un fit de 49%. Donc, même si les différents éléments sont correctement reconstruits, eh bien, le calcul est un peu moins bon pour le calcul de F. Voilà le résultat qu'on a.
Donc, pour conclure, j'ai essayé de présenter, et puis c'est à la fois une présentation d'un nouveau résultat et un cours, en fait, sur les sous-espaces. Donc, j'ai essayé de vous présenter une méthode assez simple pour estimer les matrices de covariance qu'on peut ensuite utiliser pour régler un filtre de Kalman. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à démontrer l'efficacité de ça dans un papier dans le cas d'un filtre de Kalman linéaire. Les tests que nous avons réalisés avec Michelin se sont faits quasiment tout le temps avec des filtres de Kalman non linéaires. Donc, on a utilisé des EKF et ça donne d'assez bons résultats pour régler les matrices de pondération pour un EKF. Par contre, on n'a pas de preuve d'efficacité de cette approche. Et donc, juste mon dernier message, n'hésitez pas à utiliser les méthodes des sous-espaces comme première intention parce que ça donne souvent de très bons résultats. Voilà, j'ai dépassé, je suis désolé. J'espère avoir été suffisamment clair en tout cas. Merci Guillaume. Allez, on va essayer de prendre 5 minutes de questions. Des questions pardon, ou des questions par Zoom. J'ai été si clair que ça. Oui, j'ai une petite question. Du coup, pour le changement de base, du coup, il faut que le modèle théorique ou qui vient d'un modèle du coup avec FEG aide même sorte de modèle ou elle-même autre de modèle comme le modèle estimé du coup AEC. Ça peut... Non. Quand je calcule ouais. Le changement de, enfin là c'est mon modèle théorique. FGH, c'est mon modèle théorique. Et du coup, ce modèle théorique, il faut qu'il ait le même ordre de modèle comme AEC. Ouais. Et après, ça c'est pas trop compliqué. Ok. Et en pratique, ça pose pas de problème du coup pour trouver le bon ordre de modèle. Normalement, enfin, sauf si je me plante complètement, l'ordre du modèle en fait estimé, enfin sur les exemples qu'on a eus, hein, il faut remettre ça dans un contexte très particulier. Sur les exemples qu'on a eus, le NX qu'on obtient avec les sous-espaces est souvent très proche du NX du modèle initial théorique. Donc, on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Après, peut-être que pour d'autres applications, ça marchera beaucoup moins bien. Mais en tout cas, dans la dynamique de véhicule, avec des pneus, ça donne de bons résultats. Et là, les ordres de modèles sont plutôt élevés ou on parle de quel ordre en fait? Alors ça, c'est une super question. Alors ici, si, de toute façon, 1, 2, 3, 4. Non, sur cet exemple-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, un état de 9. Et je pense qu'on est monté à 12 à un moment, mais sur un autre exemple. Mais voilà, c'est dans ces ordres de grandeur. Après, toi, tu travailles généralement sur des ponts, des choses comme ça, donc peut-être que les ordres sont beaucoup plus importants. Et avec les problèmes, donc c'est des problèmes différents. Mais... D'accord. D'autres questions? Oui, Mathieu? Oui, Guillaume, dans les sous-espaces, tu choisis des indices pour les matrices de Henkel. Et, tu les as choisis en fonction peut-être de l'ordre théorique, justement ou, ouais. Généralement, je prends 2 à 3 fois l'ordre théorique. OK. Oui. Dans le slide 34, 34 ou 44, je suis désolé. 33. Ouais, pour l'estimation. Dans l'équation, dans la première équation, de matrice de changement P, tu calcules à partir de gamma F et gamma F estimé, c'est ça? Ouais, en fait, mes sous-espaces me donnent un gamma chapeau estimé. Et moi, comme je connais F et G, je suis capable également de calculer une matrice d'observabilité à partir de mon F et de mon G connus. Oui, mais les matrices gamma ne sont pas carrées, non? Ouais, c'est pour ça que je calcule la pseudo-inverse. Ah, c'est d'accord. Bon, on va remercier Guillaume d'avoir présenté, même s'il a été malade. Oh, c'est pas grave, ça. Un tout grand merci. Eh bien, bon appétit, en tout cas. Oui. Ciao, ciao. Bonne pizza. Et dites bonjour au serveur super gentil. OK. Ciao. Ciao.
reprend à 14 h par Zoom et ici. Donc,